Présentons devant vous Monsieur Argan, qui sera défendu par Maître Caducée. Argan est accusé d'être obsédé par sa santé. Il perd toute lucidité. Sa naïveté le conduit à accepter les plus folles recommandations. Permettez-moi de dresser devant vous le portrait d'un homme dont l'obstination et l'aveuglement mènent au désordre et à l'injustice dans son foyer, Argan. Dès le début, Argan se révèle comme un personnage captif de ses illusions. Il incarne l'absurdité d'une obsession maladive pour sa santé. Vous voyez tout d'abord comment, dans la scène qui va suivre, Argan calcule froidement ses dépenses de santé, comme un usurier calcule ses intérêts. Il ne se demande pas si ces traitements sont nécessaires, ni s'ils servent un réel bienfait. Non, il déroule ses comptes, aveuglé par une peur irrationnelle de la mort, sacrifiant le bon sens sur l'autel de sa paranoïa. « 3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20. 3 et 2 font 5. Plus du 24e, un petit clistère insinuatif, préparatif et rémolient, pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Ce qui me plaît de monsieur Florent, mon apothicaire, c'est que ses parties sont toujours fort civiles. Les entrailles de monsieur, 30 sols. Oui, mais monsieur Florent, ce n'est pas tout que d'être civil. Il faut être aussi raisonnable et ne pas écorcher les malades. 30 sols, un lave. Je suis votre serviteur, je vous l'ai déjà dit. Vous ne me les avez mis dans les autres parties qu'à 20 sols. Et 20 sols en langage d'apothicaire, c'est-à-dire 10 sols. Et voilà, 10 sols. Plus du 10 jours, un bon clistère détersif, composé avec catholiquement double, rhubarbe, miel rosa et autres, suivant l'ordonnance, pour balayer, laver et expulser le bas-ventre de monsieur. 30 sols. Avec votre permission, 10 sols. Plus du 10 jours, le soir, un gelé hépatique, soporifique et somnifère, composé pour faire dormir monsieur. 35 sols. Je ne me plains pas de celui-ci, car il me fait bien dormir. 10, 15, 16, 17 sols, sidonier, plus du 25e, une bonne médecine purgative et corroborative, composée de casses récentes avec sénéléventin et autres suivant l'ordonnance de monsieur, pour balayer, expulser la ville de monsieur. 4 livres. Mettez-moi 3 livres, s'il vous plaît. 20 et 30 sols. Plus du 10 jours, une potion anodine et astringente pour faire reposer monsieur. 30 sols. Bon, 10 et 15 sols. Plus du 27e, une bonne médecine composée pour chasser les vents de monsieur. 30 sols. 10 sols, monsieur Florent. Plus le clistère de monsieur réitéré le soir comme monsieur Florent 10 sols. 20 et 30 sols. Plus du 28e, une bonne médecine composée pour hâter d'aller et chasser dehors les mauvaises humeurs de monsieur. 3 livres. Ah, monsieur Florent, tout doux, si vous en usez comme cela, on ne voudrait plus être malade. Contentez-vous de être franc. 3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20. 63 livres, 4 sols, 6 deniers. Si bien donc que de ce mois j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 médecines. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 lavements. Et l'autre mois, j'ai pris 12 médecines et 20 lavements. Je ne m'étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Je le dirai à monsieur Burgon, afin qu'il mette ordre à cela. Allons, commande tout ceci. Il n'y a personne? On a beau dire, on me laisse toujours seul. Il n'y a pas moyen de les arrêter. Ils n'entendent point et ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Ils sont sourds. Toilette. Point d'affaire. Chienne, coquine. J'enrage. Carogne afflicable, voilà qui est pitoyable. Est-il possible de laisser comme cela un pauvre malade tout seul? Voilà qui est pitoyable. Poursuivons maintenant avec sa naïveté. Monsieur Argan, dans son obsession pour sa santé, délaisse toute sagacité. Il en arrive même à donner sa confiance à un faux médecin, interprété par sa jeune servante Toinette. Il accepte sans sourciller les affirmations les plus extravagantes, pourvu qu'elles confirment ses peurs et ses désirs irrationnels. En cela, il n'est pas seulement victime d'une trompe, il est le fils même de sa propre désillusion. Par conséquent,
Je plaide ici la folie d'un homme dont l'obstination... Non, je plaide ici la folie d'un homme qui préfère le confort d'une illusion à la lucidité de la vérité. Argan ne cherche pas la santé, mais une fausse sécurité. Une justification à ses peurs égoïstes. Voyons les faits qui accusent davantage monsieur Argan. Monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur. Cela est admirable. Vous ne trouverez pas mauvaise, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous, et votre réputation qui s'étend partout, peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je vois que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je crois que tout au plus, vous pouvez avoir 26 ou 27 ans. J'ai 90 ans. 90. Oui, vous voyez en effet les secrets de mon art, de me garder ainsi frais et vigoureux. Voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis médecin passager qui vais de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher d'illustres matières à ma capacité, pour trouver des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je dédaine à m'occuper à ce menu fratras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatisme et de défluxion, à ces fièvres, à ces vapeurs et à ces migraines. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydropisiformées, de bonnes pleurésies avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespérés à l'agonie pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service. Monsieur, j'ai beaucoup. Donnez-moi votre peau. Ouais, ça vous l'a fait l'impertinent. Ah, je vous ferai bien aller comme vous devez. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon, Cet homme le nez protégé sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? il dit que c'est du foie. D'autres disent que c'est de la pâte. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon, Oui. Que sentez-vous? je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois avoir un voile devant la tête. Le poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des lassitudes par tous les membres. Les poumons. En temps, j'ai des douleurs de ventre comme si c'était des coliques. Le poumon. Avez-vous un appétit? Est-ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon. Il vous aide à boire un peu de vin? Oh oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas. Vous êtes bien aise de dormir? Oui, monsieur, oui. Le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? L'ordre du potage, Ignorant. de la volaille, Ignorant. du veau, Ignorant. du bouillon, Ignorant. des œufs frais. Ignorant. Et le soir, de petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout de boire mon vin pour ventre tranquille. Ignorant de tous, ignorant de ta, ignorant de tout. Il faut boire votre vin pur et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger du bon gros bœuf, du bon gros porc, du bon fromage de Hollande, du gruyot, du riz, des marrons et des oublis pour coller couilletiner. Votre médecin est une bête et je veux vous en envoyer un demain et je viendrai vous voir de temps en temps tandis que je serai dans cette ville. Vous m'obligez beaucoup. Que diable faites-vous de ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je ferais couper sur l'heure si j'étais vous. Ne voyez-vous pas qu'il tire à lui toute la nourriture et qu'il empêche ce côté-là de profiter? Mon bras? Vous avez là aussi un œil que je ferais crever sur l'heure si j'étais vous. Crever un œil? Mais ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre? Pressé. Adieu. Je suis fâchée de vous quitter si tôt. Mais il faut que je me rende à une grande consultation qui doit se faire sur un homme qui mourut hier. Oui, il faut aviser et voir ce qu'il aurait fallu faire pour le guérir. Jusqu'au revoir.
Résumé, chers membres du jury, suite à l'examen du test que je donne à Bonjour, je plaide coupable, monsieur Argon. Le dossier est épineux. Maître Caducé, nous laissons la parole. Permettez-moi de plaider la cause d'Argan, dont les actions et comportements sont interprétés de manière trop sévère par Maître Dubarry. Pour cette scène introductive, notre adversaire a voulu montrer dans la première partie de sa plaidoirie l'absurdité de mon client lorsqu'il passe en revue les coûts de ses remèdes et ses consultations. Cette obsession apparente pour les détails comptables n'est pas le fruit d'une simple maniaquerie, mais témoigne d'un homme qui cherche à maîtriser une situation qu'il croit vitale pour sa survie. N'est-il pas naturel, pour quelqu'un qui se sent menacé dans sa santé, de s'efforcer de tout comprendre et de tout contrôler? Argan est un homme vulnérable, qui exprime son inquiétude à travers le calcul minutieux de ses dépenses médicales. Ma consoeur a également évoqué la naïveté de Monsieur Argan, le targuant d'écouter n'importe qui. J'apporterai une objection à cette idée. Mon client, loin d'être un personnage calculateur ou malveillant, se montre ici dans toute sa vulnérabilité. Il croit fermement à sa vie d'honnête, car il a grandi dans une époque où les médecins sont perçus comme des détenteurs exclusifs de la science et du savoir. Peut-on reprocher à un homme de croire en l'autorité des experts lorsqu'il cherche à chercher à ce qu'il perçoit comme une menace constante à sa vie? Ainsi, je vous invite à voir en Argan, non pas un hypochondriaque ridicule, mais un homme sincère dans sa quête de bien-être, prisonnier des abus de pouvoir que certains médecins. Votre honneur. Harpagon néglige toute considération humaine et relègue ses proches à une condition intime, sacrifiant les valeurs essentielles de respect et d'humanité sur l'autel de son argent. Harpagon sera représenté par Maître Picaillon. Maître du barreau, nous vous écoutons. Nous nous dressons maintenant contre Harpagon, figure tyrannique et destructrice, non pas en tant qu'homme, mais en tant qu'incarnation de l'avarice. Il est le symbole d'une obsession maladive qui aliène les siens, brise les liens familiaux et bafoue tout moral. Harpagon ne connaît ni générosité, ni compassion. Son rapport avec les autres n'est dicté que par la crainte de perdre. Je vous rappelle les faits avec la flèche. On disait tout à l'heure et qu'on aurait pris de faim. Ah non, que l'on détale chez moi, maître juré filou, régimé de potence. Je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard. Et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps. Tu murmures entre tes dents. Pourquoi me chassez-vous? C'est bien à toi, Pandare, à me demander des raisons. Sors d'ici que je t'assomme. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes. Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre. Va-t'en l'attendre dans la rue et ne sois pas planté devant moi comme un piquet. Observer ce qui se passe et à faire ton profit de tout. Je ne pense avoir devant moi un espion aux affaires, un traître dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions. Je ferai de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler. Comment diantre voulez-vous qu'on fasse pour voler? Êtes-vous un homme volable lorsque vous renfermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit? Je fais sentinelle comme il me plaît. Ne vois pas de mes mouchards qui prennent garde à ce qu'on fait. Je tremble qu'il ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu point homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Non, coquin, je ne dis pas cela. Je demande si malicieusement tu n'irais point faire courir le bruit que j'en ai. Et qu'il nous importe que vous n'en ayez ou que vous n'en ayez point. Si c'est pour nous la même chose. Tu fais le raisonneur. Je te baillerai de ce raisonnement-ci par les oreilles. Sors d'ici encore une fois. Eh bien, je sors. Attends. N'importe rien. Que vous emporterai-je? Tiens ça que je vois. Montre-moi tes mains. Et voici. Les autres. Les autres. Oui. Les voilà. N'as-tu rien mis ici dedans? Voyez vous-même. Les grands hauts de choses sont propres à devenir des receleurs de choses qu'on dérobe. Et je voudrais qu'on en eût fait prendre quelqu'un. Qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint et que j'aurais de joie à le voler. Quoi? Qu'est-ce que tu parles de voler? Je disais que vous fouillez bien partout pour voir si je ne vous avais pas volé. C'est ce que je veux faire. La paix soit de l'avarice et des avaricieux. Comment? Que dis-tu? Ce que je dis? Oui. Que dis-tu d'avarice et d'avaricieux? Je dis que la paix soit de l'avarice et des avaricieux. Qui sont-ils ces avaricieux? Les vilains et les ladres. Qu'est-ce que tu entends par là? De quoi vous mettez-vous en peine? Je me rends peine de ce qu'il faut. Tais-toi. Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous? Je crois ce que je crois, mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela. Je parle à mon bonnet. Et moi, je pourrais bien parler à ta barrette. M'empêcherez-vous de maudire les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai de jaser et d'être insolent.
Tais-toi. Qui se sent morveux, qu'il se mouche. Te tairas-tu? Oui, malgré moi. Ah! Tenez, voilà encore une poche. Êtes-vous satisfait? Allons, rends-le-moi sans te fouiller. De quoi? Ce que tu m'as pris. Je ne vous ai rien pris du tout. Assurément. Assurément. Allons, va-t'en à tous les diables. Me voilà fort bien congédié. Voilà un pendard de valet qui m'incommode fort et je ne me plais point à voir ce chien de boîte blanche. Je crois que les faits que nous venons de voir attestent de son excessive paranoïa. N'oublions pas qu'Harpagon n'est pas seulement un homme riche. Il est un père tyrannique qui place l'argent au-dessus du bonheur de ses enfants. Dans son obsession pour la richesse, il souhaite marier sa fille, Élise, à un vieillard Anselme uniquement parce que celui-ci renonce à une dot. Quant à son fils, Cléanthe, il est prêt à l'humilier, à le déshériter et à détruire ses rêves pour préserver une misérable cassette en tout cas. Le père digne de ce nom peut ignorer à ce point le bonheur et les aspirations de ses propres enfants. Ce n'est pas une petite peine que de garder chez soi une grande somme d'argent et bien dans le casque tout son fait bien placé et ne conserve seulement ce qu'il faut pour sa dépense. Je n'ai pas peu embarrassé à trouver dans toute sous-béton de cache fidèle, car pour moi les coffres-forts me sont suspects et je ne veux jamais m'y fier. Je tiens justement de franchir amorce à voleur, c'est toujours la première chose que l'on va attaquer. Cependant, je ne sais si j'ai bien fait d'avoir enterré dans mon jardin 10 000 écus que m'ont rendit-il. 10 000 écus en or, chez soi, est une somme assez... Au ciel, je me serais trahi moi-même, la chaleur m'a remporté, et je crois que j'ai parié en rêvant tout seul. Qu'est-ce? Quoi, mon père? Y a-t-il longtemps que vous êtes là? Nous ne venons que d'arriver. Vous avez entendu, Quoi, mon père? là, Quoi? ce que je viens de dire. Non. Si fait, si fait. Pardonnez-moi. Je vois bien que vous en avez oui quelques mots. C'est que je m'entretenais de la peine qu'il y a aujourd'hui à trouver de l'argent. Et je disais qu'il était bien heureux qu'il peut avoir 10 000 écus en or chez soi. Nous feignons à vous aborder de peur de vous interrompre. Je suis bien aise de vous dire cela, afin que vous n'alliez pas prendre les choses de travers et vous imaginiez que je dise que c'est moi qui ai 10 000 écus. Nous n'entrons point dans vos affaires. Putain Dieu que je les eusse, 10 000 écus. Ce serait une bonne affaire pour moi. Vous êtes... Ce sont des choses. Je n'aurais pas besoin. Oh mon Dieu, mon père, vous n'avez pas eu de vous plaindre et on sait que vous avez assez de bien. Comment? J'ai assez de biens? Ceux qui le disent ont menti, il n'y a rien de plus faux et ce sont des coquins qui vont courir ces bruits-là. Eh, salut. Est-ce votre ami de dire que vous avez du bien? Oui, de pareils discours et les dépenses que vous faites sont en cause que l'un de ces jours, on me viendra couper la gorge dans la pensée que je suis tout cousu de pistoles. Quelle grande dépense, c'est ce que je fais. Quel? N'est-il rien de plus scandaleux que ce somptueux équipage que vous promenez par la ville? Je querellais hier votre sœur, et c'est encore pire. Voilà qui crie vengeance au ciel. Elle vous prend depuis les pieds jusqu'à la tête, il y aurait de quoi faire une bonne constitution. Je vous l'ai dit 20 fois, mon fils, toutes vos manières me déplaisent fort. Vous donnez furieusement dans le marquis, et pour aller ainsi vêtu, il faut bien que vous me dérobiez. Et comment vous dérobez? Que sais-je? Où pouvez-vous donc prendre de quoi entretenir l'état que vous portez? Moi, père, c'est que je joue. Et comme je suis fort heureux, je mets sur moi tout l'argent que je gagne. C'est fort mal fait. Si vous êtes heureux au jeu, vous devriez mettre à honnête intérêt l'argent que vous gagnez, afin de le reprendre un jour. Je voudrais savoir, sans parler du reste, à quoi vous servent tous ces rubans pour larder depuis les pieds jusqu'à la tête? Et si une demi-douzaine d'aiguillettes ne suffisent pas pour attacher un haut de chausse, il est bien nécessaire d'employer de l'argent à des perruques, parce qu'on peut porter des cheveux de son cru qui ne coûtent rien. Je vais gager comme perruque et ruban, il y a au moins 20 pistoles. 20 pistoles rapportent par an 20 deniers, à ne les placer qu'au dernier 12. Vous avez raison. Laissons cela et parlons d'autres affaires. Je crois qu'ils sont fait signe l'un et l'autre de me voler ma ponce. Que veulent dire ces gestes-là? Nous marchandons, mon frère et moi, qui parlera le premier, et nous avons tous deux quelque chose à vous dire. Et moi j'ai aussi quelque chose à vous dire à tout le monde. C'est de mariage, mon père, que nous désirions vous parler. Et c'est de mariage aussi que je veux vous entretenir. Ah, mon père! Pourquoi ce cri, ma fille? Est-ce le mot ou la chose qui vous fait peur? Le mariage peut nous faire peur à tous deux de la façon dont vous pouvez l'entendre. Et nous craignons que nos sentiments ne soient pas d'accord avec votre choix. Un peu de patience, ne vous alarmez point. Je sais ce qu'il vous faut à tous deux et vous n'aurez ni l'un ni l'autre aucun lieu de vous plaindre de ce que je prétends faire. Et pour commencer par un bout, avez-vous vu, dites-moi, une jeune fille appelée Marianne qui ne loge pas loin d'ici? Oui, Comment mon fils trouvez-vous cette fille? une fort charmante arcade. Sa physionomie, Toute honnête et pleine de souhait. son air et sa manière. Oh, admirable, sans doute. Ne pensez-vous donc pas qu'une fille comme cela mériterait que l'on songeât à elle? Ah oui, mon père, Que serait un parti souhaitable? très souhaitable. Et qu'un mari aurait satisfaction avec elle? Assurément. Enfin, je suis...
Il y a une petite difficulté. C'est que je ne pense pas qu'il y ait avec elle tout le bien que l'on pourrait prétendre. Oh, mon père, le bien n'est pas considérable parce qu'il s'agit d'épouser une honnête personne. Pardonnez-moi. Mais ce qu'il y a à dire, c'est que si l'on n'y trouve pas tout le bien, on peut tâcher de le regagner sur autre chose. Cela s'entend. Enfin, je suis bien aise de vous voir dans mes sentiments, car son maintien honnête et sa douceur m'ont gagné l'âme, et je suis résolu de l'épouser, pourvu que j'y trouve quelque chose. Comment Vous êtes résolu, depuis? D'épouser Marianne? Qui? Oui, moi. Que veut dire cela? Oui, j'ai compris, tout à coup, un éblouissement Cela ne sert à rien. je m'entends. Elle évite de boire un grand verre d'eau claire dans la cuisine. Voilà des dames oiseaux qui n'ont pas plus de vigueur que des poules. Et c'est cela que j'ai résolu pour moi. Quant à ton frère, je lui dessine une certaine veuve dont on m'est venu parler ce matin. Et toi, je te donne au seigneur Ansel. Au seigneur Ansel? Oui, un homme mûr, prudent et sage, qui n'a pas plus de 50 ans, et dont on vante les grandes mains. Cela ne sera pas, mon père. Cela sera ma fille. Non. Si, Non, vous dis-je. si on vous dit. Je me tuerais plutôt que d'épouser un tel mari. Tu ne te tueras point et tu l'épouseras. Mais voyez quelle audace. N'a-t-on jamais vu une fille parler de telle sorte à son père? Et a-t-on jamais vu un père parler de la sorte à sa fille? C'est un parti où il n'y a rien à redire, et je gage que tout le monde approuvera mon choix. Et moi, je gage qu'il ne saurait être approuvé d'aucune personne raisonnable. Voilà Valère, peux-tu qu'entre nous deux nous fassions juge de cette situation? Du coup, sans. Voilà qui est fait. J'en passerai par ce qu'il dira. Messieurs et mesdames, voilà encore une fois un témoignage de la vilainie d'Harpagon. Harpagon doit être condamné non seulement pour ce qu'il représente, mais aussi pour ses méfaits individuels. L'oubli des valeurs humaines au profit de l'obsession matérielle. Réclamons justice non pas pour lui, mais pour toutes ses victimes. Pour ses enfants, pour sa famille, pour la société. Merci, maître. La cour laisse ce soin à maître Pécaillon de défendre son client. Mesdames et messieurs les jurés, je me tiens devant vous aujourd'hui pour plaider en faveur de monsieur Harpagon. Un homme souvent mal compris, mais qui mérite une réévaluation juste et objective de ses actions et de ses intentions. Il est facile de réduire Harpagon à son image de dégradation, mais si on prend le temps d'observer ses relations avec son serviteur et ses enfants, on découvre une toute autre facette de sa personnalité, plus nuancée et humaine. Tout d'abord, considérons ses relations avec ses enfants. Il est vrai qu'Harpagon apparaît comme un père strict et exigeant. Cependant, peut-on vraiment l'accuser de ne pas vouloir ce qu'il y a de mieux pour eux? Ses préoccupations ne sont-elles pas celles de tout autre parent qui souhaite assurer la sécurité et l'avenir de sa progéniture? Oui, il est attaché à son argent, mais cela ne doit pas occulter son souci de protéger ses enfants des dangers de la vie. Harpagon, dans son rôle de père, n'est pas un tyran aveuglé par l'argent. C'est un homme qui cherche avant tout à offrir à ses enfants la stabilité. Certes, ses méthodes sont parfois déconcertantes, mais je pense épouser de s'occuper de l'avenir économique de ses enfants. Venons-en à la question de l'âge de chez serviteur. Vous pensez que leur relation n'est que l'illustration de l'avarice et de l'exploitation. Mais détrompez-vous. Elle révèle une certaine complicité, une forme d'humour et même une certaine bienveillance. Harpagon, bien qu'attaché à son argent, semble avoir une relation assez humaine avec son serviteur, qui, bien que rusé et parfois moqueur, ne manque pas de respect envers son maître. De son côté, Harpagon ferait preuve d'une certaine forme de jeu avec la flèche, qui ne cache pas son esprit de contradiction et ses propres engagements. Leur relation, loin d'être purement utilitaire, induit aussi un certain équilibre de la distance, où le maître et le serviteur connaissent chacun leur place et leur rôle. Dans ce contexte, il apparaît clairement qu'Harpagon n'est pas une figure aussi simple qu'il n'y paraît. En conclusion, je vous invite à revoir votre jugement sur Harpagon. Je vous invite, mesdames et messieurs les jurés, à faire preuve d'indulgence envers lui. Plutôt que de le considérer comme un avare insensible, considérez-le comme un homme de son temps. Un homme avec ses faiblesses, mais aussi ses raisons, ses peurs et son amour pour les siens. Je vous remercie. Bien. Chers membres du jury, vous pouvez maintenant vous faire une idée de la culpabilité ou de l'innocence de monsieur Harpagon. Madame la procureure, veuillez nous exposer les faits sur la prochaine affaire. Mesdames et messieurs les jurés, nous vous laissons prendre note des différents arguments. Madame la procureure, je vous remercie de bien vouloir poursuivre avec nos prochains accusés, Cyrano et Roxane. Mesdames et messieurs, je vous rappelle les griefs exposés contre les deux accusés. Cyrano, accusé d'avoir masqué ses sentiments par des mots et des batailles, et Roxane, d'avoir aimé d'abord par vanité, avant de reconnaître la véritable valeur de l'âme.
Je vois sur mes notes que Monsieur de Bergerac et Madame Roxane seront représentés par Maître Nasal. La parole est à la défense. Maître du barreau, nous vous écoutons. Merci, votre honneur. Mesdames et messieurs du jury, nous sommes ici non pas pour juger la poésie ou l'éloquence, mais bien les actions, intentions et conséquences de Cyrano de Bergerac et Roxane. Cyrano est un homme de lettres et de panache, mais sous ses qualités admirables se cache une personnalité profondément égoïste. Pendant des années, il a manipulé Christian et Roxane. Plutôt que d'avouer son amour pour Roxane, il a choisi une voie plus facile pour lui, prêter ses mots à un autre homme. Cette manipulation est non seulement déloyale envers Christian, mais cruelle envers Roxane, qui est trompée sur l'identité réelle de celui qu'elle aime. Il a également attendu jusqu'à la mort pour révéler la vérité, laissant Roxane vivre dans un mensonge pendant des années. Ce n'est pas un acte de grandeur d'âme, mais bien un manque de courage et de surveillance. Quant à Roxane, elle n'est pas dépourvue de reproches. Son amour pour Christian, qu'elle croyait basé sur la beauté et l'esprit, révèle d'une superficialité flagrante. Elle idolâtre une image idéale sans vraiment chercher à comprendre l'homme réel. Elle pousse Christian à accepter l'aide de Cyrano pour satisfaire ses exigences. Par son comportement, Roxane joue un rôle crucial dans la spirale de tromperie. Ensemble, Cyrano et Roxane incarnent un amour fondé sur une illusion. Cyrano aime des mots qu'elle croit venir de Christian, tandis que Cyrano se complaît dans l'ombre, jouissant d'un amour qu'il refuse d'assumer. Ensemble, ils ne cherchent jamais à affronter la vérité, mais préfèrent demeurer dans un mensonge confortable. Merci, maître. La parole est à la défense. Mesdames, messieurs, à ceux qui voudraient faire passer Cyrano et Roxane pour des imposteurs de l'amour, je réponds, leur histoire, loin d'être une tragédie morale, est une ode à la profondeur humaine. Ils incarnent la richesse des sentiments, l'héroïsme du sacrifice et la quête d'un amour sublimé par l'esprit et le cœur. Laissez-moi dissiper les accusations injustes et rétablir la vérité sur ces deux âmes lumineuses. Cyrano est-il un manipulateur? Use-t-il de son talent d'orateur contre les autres? C'est possible, mais c'est toujours pour contrer les railleurs. Voyez vous-même. Dites-moi plutôt pourquoi vous regardez mon nez. Qu'y a-t-il d'étonnant? Votre train se trompe. Est-il molle et ballant, monsieur? Comme une trompe? Je n'ai pas... Ou crochu? Comme un bec de hibou? Mais... Distingue-t-on une verrue au bout? Mais... Ici, quelques mouches à palons s'y promènent. Qu'y a-t-il d'hétéroclite? Oh! Est-ce un phénomène? Mais tu portais les yeux, j'avais su m'y garder. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder? J'avais... Il vous dégoûte alors? Monsieur... Malsaine, Monsieur. me semble sa couleur, Monsieur... sa forme obscène. Mais du tout. Pourquoi donc prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand? Petit, m'accuser d'un pareil ridicule? Petit mon nez! Voilà! Ciel! Énorme mon nez! Ville Camus, son camarade, tête plate, apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice, étant donné qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme bon, affable, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis, et tel qu'il vous est à jamais interdit de vous croire. Déplorable maraud, car la face sans gloire que va chercher ma main au haut de votre col est aussi dénuée Aïe. de fierté, d'envol, de lyrisme, de pittoresque, d'étincelle, de nez, enfin celle que va chercher ma botte au bas de votre dos. Au secours, regarde! Allez donc au badaud, qui trouverait plaisant mon milieu de visage, et, si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre, avant de le laisser s'enfuir, par devant et plus haut, du fer et non du cuir. Mais à la fin, il nous ennuie. Fanfaronne. Personne ne va donc lui répondre. Personne? Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Je vais un nez très grand. Prêt. C'est tout? Comment pouvons-nous rester insensibles à son talent d'orateur? D'ailleurs, Cyrano sait manier le verbe aussi bien que l'épée. Son art oratoire est son grand atout. Il nous offre une palette de culture si impressionnante que vous lui devez, cher membre du jury, de l'indulgence dans votre jugement. Son talent, il l'utilise avec justice, comme bon lui semble. Cet homme, bien que solitaire, ne perd pas ses mots lorsqu'il s'agit de défendre son honneur, afin de ne dépendre de personne, de ne réussir qu'uniquement grâce à sa force. Peu lui importe de s'y ridiculiser devant les filles de son honneur. Il sait bien que c'est ainsi que l'on l'admire. Cyrano a trouvé le vrai sens de gloire. Il veut être marqué pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il semble être. Voyez vous-même.
Attendez. Je choisis mes rimes. Là, je suis. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me cache le cou. Et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre. Ou vais-je vous larder d'un don? Dans le flanc, sous votre maheutre, au cœur, sous votre bleu cordon. Les coquilles teintes, ding dong, ma pointe votre tige. Une mouche, décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en autre. Vous rompez, plus blanc qu'Amidon, c'est pour me fournir le mot pleutre. Tac, je pars la pointe dont vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la bouche, tiens bien ta broche, Tarédon. À la fin de l'envoi, je touche. Envoi. Prince, demande à Dieu pardon. Je claque du pied, je feinte, j'escarmouche. Et là donc, à la fin de l'envoi, je touche. À la fin de sa vie, Cyrano combat tous ses vieux ennemis, ainsi qu'il les désigne. Dans son délire, il rend concret le combat qu'il a mené tout au long de sa vie. Combattre les vices, pour aller plus simplement vers l'essentiel, le beau. Cette beauté, Cyrano en a découvert son vrai sens. Ainsi étant là, il désirait créer, comme admirer grâce à ses poèmes, le beau. Il savait comme nul autre discerner le sens beau des choses. Ainsi il se retenait de pleurer, car cette simple petite gouttelette d'eau avait trop de prix à ses yeux pour ruisseler le long de son nez inconcevable. Bien sûr, nous applaudissons sa faconde, mais nous pouvons oublier que cet homme a tout sacrifié pour Octave. Certes, il a prêté ses mots à Christian, mais était-ce par calcul ou par amour désintéressé? Cyrano, sachant son apparence un obstacle insurmontable, a choisi de se retirer dans l'ombre pour permettre à Roxane d'aimer librement. Ce n'est pas là un acte de tromperie, mais un geste de générosité déchirante. Un hommage à un amour qu'il savait impossible. En dissimulant ses sentiments, Cyrano ne se manipule-t-il pas lui-même, autant que les autres, prisonnier de son humilité et de son abnégation? Mais revenons à Roxane. On reproche à Roxane son amour pour la beauté de Christian. Mais n'est-ce pas là le premier pas naturel de l'amour? Attiré par ce qui éblouit? Cependant, son évolution est remarquable. Elle passe d'une fascination pour l'apparence à un amour pour les mots et l'âme de Cyrano. Son cœur découvre, lentement, mais sûrement, que la véritable beauté est celle de l'esprit. Peut-on vraiment accuser une femme de vouloir échapper à la superficialité? Roxane, dans sa quête sincère, témoigne de la noblesse de ceux qui grandissent à travers l'amour. Tant pis pour vous, je trouve ces dangers. Ce sont vos lettres qui m'ont brisé. Ah, songez, combien vous m'en avez écrites en un mois. Quoi, pour quelques petites lettres d'amour? Tais-toi, tu ne peux pas savoir. Mon Dieu, je t'adorais, c'est vrai. Depuis qu'un soir, d'une voix que j'ignorais sous ma fenêtre, ton âme commença à se faire connaître. Et c'est, vois-tu, depuis un mois. Comme si tout le temps, je l'entendais ta voix de ce soir-là, si tendre, qui vous enveloppe. Tant pis pour vous, j'accours. La sage Pénélope ne fut pas demeurée à broder sous son toit. Si le seigneur Ulysse était comme toi. Mais elle eut, pour le joindre, aussi folle qu'Hélène, envoyé promener ses pelotons de laine. Mais... Je lisais, je relisais, je défaillais. J'étais à toi. Chacun de ces petits feuillets était comme un pétale envolé de ton âme. Et l'on sent à travers ces lettres de flamme l'amour puissant, sincère. Ah, sincère et puissant. Cela se sent, Roxane. Oh, si cela se sent. Et vous venez? Je viens, ô mon Christian, mon maître. Vous me relèveriez si je me mettais à vos genoux. C'est donc mon âme que j'ai. Et vous ne pourrez la relever jamais. Et je viens te demander pardon. C'est bien l'heure de te demander pardon. Puisqu'il se peut pour moi de t'avoir fait tout d'abord dans ma frivolité l'insulte de t'aimer pour ta seule beauté. Ah, Roxane. Et plus tard, mon ami, moins frivole, oiseau qui saute avant tout à fait qui frivole. Ta beauté frappante, ton âme m'entraînant, je t'aime avec nous ensemble. Gentiment. Et bien toi-même l'emporte sur toi-même, et ce n'est plus que pour ton âme que je t'aime. Roxane. Sois donc heureux, car n'être né que par ce dont on est un instant costumé, de mettre un cœur avide et noble à la torture. Mais ta chère pensée efface ta figure, et la beauté par quoi tout d'abord tu me plus. Maintenant j'y vois mieux, je ne la vois plus. Oh. Tu doutes encore d'une telle victoire? Roxane. Je comprends, tu ne peux pas y croire à cet amour. Je ne veux pas de cet amour, je veux simplement être aimé pour... Pour ceux qu'en vous, elles ont aimé jusqu'à cette heure. Laissez-vous donc aimer d'une façon meilleure. Non, c'était mieux avant. Ah, tu n'y entends rien. C'est maintenant que j'aime mieux, que j'aime bien.
Et c'est ce qui te fait, toi, tu m'entends, que j'adore, et moins brillant. Ne dis pas cela. Si, je le dis. Quoi? Laid. Laid, je le jure. Dieu. Et ta joie est profonde. Qu'as-tu? Rien. Contrairement à ce que l'on affirme, l'union entre Cyrano et Roxane n'est pas fondée sur un mensonge, mais sur une vérité qui dépasse les mots. Roxane aimait les mots de Cyrano sans savoir qu'ils étaient les siens. L'identité de l'auteur importe peu. Ce qu'elle aimait, c'était l'esprit et le cœur qui s'y cachaient. N'est-ce pas là la plus pure forme d'amour? Celle qui dépasse le physique pour toucher l'essence même de l'être? Merci, maître. Chers membres du jury, j'espère que cela a éclairé votre opinion. Madame la procureure, je vous remercie de bien vouloir poursuivre avec nos prochains accusés. Depuis 14 années, pour la première fois, Oui, c'est fou. J'enrage. Je suis mise en retard. Vertu chou. Par... Une visite assez inopportune. Ah oui, quel vieux fâcheux. Eugène, c'était une fâcheuse. Vous l'avez renvoyé? Oui, j'ai dit, excusez-moi, d'aujourd'hui samedi, jour où je dois me rendre en certaines demeures. Rien ne m'y fait passer. Repasser dans une heure. Eh bien, cette personne attendra pour vous voir. Je ne vous laisserai pas partir avant ce soir. Peut-être un peu plus tôt faudra-t-il que je parte. Cyrano? C'était pas mon tour. Cyrano. Non, ce n'est rien, laissez-moi. Pourtant, C'est ma blessure d'Arras qui, quelquefois, vous savez, pauvre ami. ce n'est rien. Ça va finir. C'est fini. Chacun de nous a sa blessure. J'ai la mienne. Toujours vous. Elle est là, cette blessure aussi. Le crépuscule commence à venir. Sa lettre. N'aviez-vous pas dit qu'un jour, peut-être, vous me la feriez lire? Vous voulez sa lettre? Oui, je le veux aujourd'hui. Oui. Je peux ouvrir? Ouvrez, lisez. Roxane, adieu. Je vais mourir. Pour C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde d'un amour encore inexprimé. Comme vous lisez sa lettre, Et je voudrais crier. vous la lisez. Et je crie, adieu, D'une voix ma chère, ma chérie, mon trésor, que je n'entends pas pour la première fois. mon amour. La nuit commence à venir. Non, la... Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde. Je suis et serai celui qui, jusque dans l'autre monde, celui qui vous aima sans mesure. Comment pouvez-vous lire à présent? Il fait nuit. C'était vous. C'était vous. Et pendant 14 années, il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être drôle. Non, non, Roxane. C'était vous. Non, 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 Roxane. Non, non, mon cher amour, je ne vous aime pas. Alors pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui? Quoi? Philosophe, physicien, rimeur, bretteur et musicien, grand voyageur aérien, riposteur du tac au tac, amant aussi, pas pour son bien, Sigy, Hercule, Savinien, le Cyrano de Bergerac, qui fut tout et qui ne fut rien. Mais il y a quelque chose que, malgré vous, sans un pli, sans une tâche, j'emporte, et c'est mon panache. Venons-en à l'affaire suivante. Madame la procureure, veuillez annoncer. J'appelle l'affaire les servantes diaboliques. Mesdemoiselles Toinette et Nicole sont accusées d'avoir semé la confusion dans les esprits et les foyers, grâce à des ruses et à des déguisements. Elles ont joué un rôle de trouble-fête dans la vie de leur maître, en abusant de comportements impossibles. Étudions chacun des deux dossiers séparément. Commençons par Mademoiselle Toinette. Je me tiens devant vous pour défendre l'honneur, la dignité et la réputation de ceux qui ont été victimes de deux servantes particulièrement déloyales et perfides. Madame la procureure m'a demandé de commencer par Mademoiselle Toinette. Soit. Comme vous l'avez vu, lors du procès de Monsieur Argan, Mademoiselle Toinette fait preuve d'une attitude inacceptable.
Elle transgresse les limites de ce rôle avec une légèreté déconcertante. Mademoiselle Toinette utilise son intelligence, non pas pour aider son maître, mais pour le manipuler et jouer avec ses angoisses. Elle se moque de l'hypocrisie d'Argan. Et au lieu de l'en dissuader, ou de lui fournir une véritable aide, elle l'entretient dans ses peurs et ses faux besoins de médecin. Voyons les faits qui accusent davantage Mademoiselle Toinette. Madame la juge, mesdames et messieurs, je me présente devant vous pour établir l'honneur de ces deux personnages tonitruants. En effet, Mademoiselle Toinette n'est pas cette servante déloyale et perfide que ma consoeur vient de dépeindre. Toinette utilise à bon escient son intelligence pour la mettre au service de son maître. Par son stratagème, elle a su éclairer sur les agissements de soi-disant médecins. N'est-il pas ça charitable? Je vous demande donc la clémence pour cette jeune femme. Merci, maître. Passons à mademoiselle Nicole. Ah, mademoiselle Nicole, qui ne connaît pas cette jeune servante? Avant de vous présenter ma plaidoirie, je souhaiterais, si vous le permettez, vous rappeler les faits. Nicole, Vas-y. écoutez. Qu'as-tu à rire? Que veut dire cette coquine-là? Comment donc? Comme vous m'avez fatigué. Qu'elle se reconnaisse là? Te moques-tu de moi? On est dit, monsieur, j'en serais bien fâché. Je te baillerai sur le nez si tu ris davantage. Non, monsieur, voilà qui est pas, je ne rirai plus. Prends-y bien garde. Faut pourtant donc que tu nettoies. Que tu nettoies comme il faut. Il faut, dis-je, que tu nettoies la salle et... Encore? Tenez, monsieur, battez-moi plutôt et me laissez rire tout mon sou. Cela me fera plus de bien. J'enrage. Si je te prends... De grâce, monsieur, je vous prie de me laisser rire. Mais a-t-on jamais vu une pendarde comme celle-là qui me fait rire un seulement au nez au lieu de recevoir mes ordres? Monsieur, que voulez-vous que je fasse? Que tu songes, coquine, à préparer la maison pour la compagnie qui doit venir tantôt. Ah, par ma foi, je n'ai plus envie de rire. Et toutes vos compagnies font tant des dehors d'océan que ce mot est assez pour mettre en mauvaise humeur. Ne dois-je pas pour toi fermer ma porte à tout le Vous monde? devriez au moins la fermer à certaines gens. Comme l'attestent les faits que vous venez de voir, Mademoiselle Nicole fait preuve d'une attitude inacceptable. Bien qu'animée d'un esprit vif et d'une audace indéniable, Mademoiselle Nicole transgresse les limites de ce rôle avec une légèreté déconcertante. Elle se positionne en juge de son maître, Monsieur Jourdain, en prenant le risque de ridiculiser ce dernier. Ainsi, mesdames et messieurs, je vous invite à reconnaître dans l'attitude de Nicole une insulte envers les principes de respect, d'élévation et de dignité. Il est temps de condamner cette posture dégradante et de défendre le droit de chacun à la réalisation de ses rêves, aussi extravagants sont-ils. Merci, maître. La parole est à la défense. Mesdames et messieurs les jurés, Nicole représente la voie du bon sens face à l'aveuglement de Monsieur Jourdain. Son rire, loin d'être une moquerie gratuite, mais une réaction sincère et légitime devant l'absurdité de ses prétentions. Nicole ne rit pas par rire, mais parce qu'elle est témoin d'un décalage comique entre la réalité et les aspirations les plus folles de son maître. Mesdames et messieurs, réhabilitons Nicole et reconnaissons en elle la sagesse et la vérité. Annoncez la prochaine affaire. Mesdames et messieurs les membres des jurés, j'attire votre attention car dans cette affaire nous allons retrouver l'une des prévenues, Mademoiselle Nicole. Je vous prierai, chers membres des jurés, de ne pas juger le comportement de celle-ci, mais bien celui de ce couple, ô combien riche en couleurs, Monsieur et Madame Jourdain. Monsieur Jourdain se présente comme un homme obsédé par l'ascension sociale et les apparences. Aveuglé par son désir de devenir gentilhomme, il s'engage dans des dépenses extravagantes et inutiles. Il engage des professeurs pour des disciplines dont il ne comprend ni l'essence ni l'utilité, gaspillant non seulement son argent, mais aussi son temps. Je vous rappelle les faits qui accusent davantage Monsieur Jourdain. Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe, très volontiers. Après, vous m'apprendrez l'almanach, pour savoir quand il y a des lignes et quand il y en a point. Soit, pour bien suivre votre pensée et traiter cette matière en philosophe, il faut commencer sur l'ordre des choses par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différentes manières de les prononcer. Et j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dit voyelles, c'est ce qu'on les voit, et en consonnes, ainsi dit consonnes, parce qu'elles sonnent avec les voix et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles de voix A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. A. A. Ah oui! La voix E se forme rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. A. E. A.
Ma foi, oui. Ah, que cela est beau. Et la voix I se forme en rapprochant davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles, le haut et le bas. O, E. Ah, I, cela est vrai, vive la science. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les deux coins, le haut et le bas. O, Il n'y a rien de plus juste. A, I, cela est admirable. I, A, I, O, A, I. L'ouverture de la bouche est justement un petit rond qui représente un O. Vous avez raison. Ah, la belle chose, pour savoir quelque chose. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les dents dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les rejoindre tout à fait. Il n'y a rien de plus véritable. Les deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez l'amour, tout bien que si vous la voulez à faire à quelqu'un, vous vous moquez de lui, vous saurez lui dire que Vous avez raison. Ah, que n'ai-je étudié plus tôt pour savoir tout cela. demain nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Je vous en prie. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et j'aimerais que vous m'aidiez à écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Cela sera galant, oui. Tous des vers que vous voulez lui écrire? Non, je ne veux point de vers. Mais donc de la prose? Non, je ne veux ni vers ni prose. Faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Par raison, monsieur, il n'y a pour s'écrire que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers? Non, monsieur. Tout ce qui est pour en prose et vers, tout ce qui est pour vers et prose. Et comme on parle, qu'est-ce que donc cela? La prose. Quoi? Quand je dis « Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me bonnet de nuit », c'est de la prose. Mais monsieur. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que je n'en suce rien. Et je me suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc vous mettre dans un billet. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis de manière galante, que cela fût tourné gentiment. Mais que les feux de ses yeux réduisent votre cœur ensemble. Que vous souffrez nuit et jour pour elle, les violences. Non. Je prends tout cela. Je veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Il faut bien étendre un peu la chose. Non, on vous dit, je veux ces seules paroles là dans le billet, mais tournées à la mode, bien arrangées comme il le faut. Vous l'avez premièrement comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien. Vos beaux yeux, belle marquise, me font mourir d'amour. Ou bien. D'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien. Me font mourir d'amour, belle marquise, vos beaux yeux. Mais, de toutes ces façons, laquelle est la meilleure? C'est que vous avez dit. Belle marquise, vos yeux me font mourir d'amour. Cependant, je n'ai point étudié et j'ai fait tout cela du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur et vous prie de venir demain de bonne heure. Je ne m'appuie pas. La vanité de Monsieur Jourdain le pousse à... La vanité de Monsieur Jourdain le couvre de ridicule, se couvrant de ridicule aux yeux des vrais gentilshommes qui cherchent tant à imiter. Je vous prie de bien vouloir écouter une nouvelle preuve de la culpabilité de Monsieur Argan. Ah, voici une nouvelle histoire. Qu'est-ce donc, mon mari, que cet équipage-là? Moquez-vous du monde, vous êtes fait arnacher de la sorte. Avez-vous envie qu'on se raille partout de vous? Il n'y a que les sots et les sottes, ma femme, qui se railleront de moi. Vraiment, on n'a pas entendu jusqu'à cette heure. Il y a longtemps que vos façons de faire donnent rire à tout le monde. Et qui pour tout ce monde-là, s'il vous plaît? Ce monde-là est un monde qui a raison et qui est plus sage que vous. Pour moi, je suis scandalisée de la vie que vous menez. Je ne sais plus ce que c'est que notre maison. On dirait qu'il est séant carême prenant tous les jours. Et dès le matin, de peur d'y manquer, on y entend les vacarmes, des violons et des chanteurs dont tout le voisinage se trouve accommodé. Madame parle bien. Je ne saurais plus voir mon ménage propre avec tout cet attirail de gens qui peuvent venir chez vous. Ils ont des pieds qui vont chercher la poudre dans tous les quartiers de la ville. Et la pauvre Françoise est presque sur les dents à frotter les planchers que vos biomètres lui frotter régulièrement tous les jours. Ouais, notre sœur Nicole, vous avez le cas qui a bien affilé pour une paysanne. Nicole a raison, et son sens est meilleur que le vôtre. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez faire d'un maître à danser à l'âge que vous avez. Et d'un grand maître Tyrandin qui vient avec ses bâtons de pied ébranler toute la maison et nous déraciner tous les cailloux de notre salle. Taisez-vous, ma servante et ma femme. Est-ce que vous voulez apprendre à danser pour quand vous n'aurez plus de langue? Est-ce que vous avez envie de tuer quelqu'un?
Taisez-vous, vous dis-je, vous êtes désignantes l'une et l'autre, et vous ne savez pas toutes les prérogatives de tout cela. Vous devriez bien plutôt songer à marier votre fille, qui est en âge d'être pourvue. Je songerai à marier ma fille quand elle se présentera un parti pour elle, mais je vais aussi songer à prendre les belles choses. J'ai encore ouï dire, madame, qu'il a pris aujourd'hui, pour renfort de potage, un maître de philosophie. Fort bien, je vais avoir de l'esprit pour savoir raisonner les choses parmi les honnêtes gens. N'irez-vous pas l'un de ces jours au collège vous faire donner le fouet à votre âge? Bah non, plutôt à Dieu, l'avoir, le fouet, devant tout le monde, et savoir ce qu'on apprend au collège. Oui, par ma foi, cela vous fera un genre bien mieux faite. Sans doute. Cela est fort nécessaire pour conduire votre maison. Assurément, vous parlez toutes deux comme de tête, et j'ai honte de votre ignorance. Par exemple, savez-vous, vous, ce que vous dites à cette heure? Je sais que ce que je dis est fort bien dit et que vous devriez songer à vivre d'autres sortes. Je ne parle pas de cela, je vous demande ce que c'est que les paroles que vous dites ici. Ce sont des paroles bien pensées, votre conduite ne l'est guère. Je ne parle pas de cela, vous dis-je, je vous demande ce que nous disons tous deux, le langage que je parle à cette heure. Qu'est-ce que c'est? Des chansons. Eh non, ce n'est pas cela. Ce que nous disons tous deux. Le langage que nous parlons à cette heure. Eh bien, Comment est-ce que cela s'appelle? cela s'appelle comme on veut l'appeler. C'est de la prose ignorante. De la prose. Oui, de la prose. Tout ce qui est prose n'est point vert, et tout ce qui n'est point vert n'est point prose. Et voilà ce que c'est d'étudier. Toi, sais-tu bien comment il faut faire pour dire un hu? Quoi? Dis un peu hu pour voir. Comment? Dis hu pour voir. Bien, Qu'est-ce que tu fais? je dis U. Oh, l'étrange chose que d'avoir affaire à des bêtes. Tu allonges les lèvres en dehors, tu rapproches la mâchoire d'en haut de celle d'en bas. Vois-tu, je fais l'amour. Oui, cela est bio. Voilà qui est admirable. Oh, et c'est bien autre chose si tu l'avais vu. Oh, da, fa, fa. Qu'est-ce donc que tout ce galimatia-là? De quoi est-ce que cela guérit? Chanrage. Allez, vous devriez envoyer tous ces gens-là avec leurs fariboles. Et surtout ce grand escroquerie de maître d'armes, qui remplit de poudre tout mon ménage. Ouais, ce maître d'armes me tient bien au cœur. Je vais te faire voir ton impertinence tout à l'heure. Tiens, raison démonstrative. La ligne au corps. Quand on pousse un quart, on n'a qu'à faire cela. Et quand on pousse un tiers, on n'a qu'à faire cela. Et voilà le moyen de n'être jamais tué. Et cela n'est-il pas beau d'être assuré de son fait quand on se bat contre quelqu'un? Là, pousse-moi un peu pour voir. Bien quoi? Oh là, doucement. J'entre sur la coquille. Eh bien, vous me dites de pousser? Oui, mais tu me pousses en quart avant que de pousser en tierce. Tu n'as pas la patience que je pars. Vous êtes fou, mon mari, avec tous vos fariboles. Et cela vous est venu depuis que vous vous mêlez de hanter la noblesse. Quand je hante la noblesse, je fais paraître mon jugement. Et cela est beaucoup plus beau que de hanter votre bourgeoisie. Suite à cette scène, prenons quelques instants pour évoquer Madame Jourdain. Plutôt que d'encourager son mari à s'appuyer sur sa véritable identité de bourgeois honnête, elle semble se résigner à ses échecs et à ses humiliations publiques. Sa passivité renforce ainsi l'engrenage dans lequel Monsieur Jourdain s'enferme. Ainsi, Monsieur et Madame Jourdain symbolisent les excès du désir de paraître. Il est temps de condamner leur conduite et de plaider pour un retour à la sincérité, la modestie et l'acceptation de soi, autant de valeurs qui leur permettraient de rétablir l'harmonie dans leur vie. Je vous remercie. Permettez-moi de prendre la défense de Monsieur et Madame Jourdain. Monsieur Jourdain, dans son obsession pour devenir un gentilhomme, est souvent tombé en ridicule pour son ignorance et son aveuglement. Mais derrière ces maladresses se cache un homme profondément humain, habité par le désir de s'élever. Ce désir n'est pas condamnable. Il témoigne d'une volonté d'apprendre, de progresser, de sortir d'une position qui nous conçoit comme hors. Pourquoi devrions-nous mépriser un homme qui cherche à apprendre et à s'élever? Monsieur Jourdain suit des cours de philosophie, non par pure vanité, mais par un authentique enthousiasme pour la culture et le raffinement. Ainsi, plutôt que de condamner Monsieur Jourdain, il convient de souligner sa générosité et son importance. Madame Jourdain sait que le bonheur ne réside pas dans les apparences, mais dans l'authenticité et la simplicité des relations humaines. Pourtant, elle supporte avec patience et courage les extravagances de son mari, ses rêves farfelus et ses dépenses inconsidérées. Elle montre un attachement sincère à son mari malgré tous ses défauts. Plaidons pour Monsieur et Madame Jourdain, non comme des figures risibles, mais comme des êtres profondément humains, dignes de notre empathie. Monsieur Jourdain nous invite à rêver, à ne jamais cesser de grandir, tandis que Madame Jourdain nous rappelle l'existence de garder les pieds sur terre. Bérénice et Titus se présentent-ils devant nous pour répondre à la question de leur délit? Bien sûr, nous les inculpons de trop aimer, certes,
mais surtout d'avoir semé l'Empire romain dans une confusion insoutenable. L'un sacrifie l'amour à la raison d'État, l'autre au devoir royal. Un amour interdit, mais à quel prix? Prenons chacun des accusés. En tout premier lieu, Bérénice. Femme forte et prise d'un amour sans issue, s'est-elle rendue coupable d'une obstination sentimentale? Titus l'a rejetée pour le bien de l'Empire, mais elle refuse de tourner la page, entraînant avec elle une mélancolie contagieuse. Est-ce de l'amour ou de l'égoïsme? La parole est à Maître Legatus, avocate de Titus et Bérénice. Merci, Madame le juge. Je me tiens devant vous pour défendre non pas un crime, mais une tragédie humaine. Celle de Titus et Bérénice. Je ne suis pas ici pour les excuser, mais pour mettre en avant leurs souffrances liées au dilemme insurmontable auquel ils ont été confrontés. Tout d'abord, reconnaissons l'authenticité de leur amour. Titus, empereur de Rome, et Bérénice, reine de Judée, se sont aimés avec une intensité rare. Cet amour portait en lui une blessure, l'impossibilité de concilier deux mondes. Rome, jalouse de son indépendance, ne pouvait accepter une reine étrangère à ses côtés. Et Titus, lié par son serment envers son peuple, ne pouvait trahir cet impératif. Quelle cruauté de demander à un homme d'étouffer son cœur pour porter une couronne. Quelle injustice d'exiger qu'une femme renonce à son bonheur pour ne pas froisser un empire. Eh bien, Pierre Phénice, as-tu vu l'empereur? Qu'a-t-il dit? Viendra-t-il? N'en doutez point, madame, il va venir. Mais laissez-moi relever ses voiles détachés et ses cheveux épars dont vos yeux sont cachés. Souffrez que de vos pleurs je répare l'outrage. Vient-il? N'en doutez point, madame, il va venir. Mais voulez-vous paraître en ce désordre extrême? Remettez-vous, madame, et rentrez dans vous-même. Souffrez que de vos pleurs je répare l'outrage. Laisse, Phénice. Il verra son ouvrage. Que m'importe, hélas, de ses vains ornements? C'est ma foi, c'est mes pleurs, c'est mes gémissements. Que dis-je si mes pleurs? Si ma perte certaine, si ma mort toute prête me le ramène? Dis-moi, que produiront tes secours superflus, de ce faible éclat qui ne le touche plus? Pourquoi lui faites-vous cet injuste reproche? Mais j'entends le bruit et l'empereur s'approche. Venez, frions la foule et rentrons promptement. Vous l'entretiendrez seul dans votre appartement. Eh bien, Titus, que viens-tu faire? Bérénice t'attend. Où viens-tu, téméraire? Tes adieux sont-ils prêts? Es-tu bien consulté? Ton cœur te promet-il assez de cruauté? Car enfin, un combat qui pour toi se prépare, c'est peu d'être constant et hypothèse. Barbare, soutiendrai-je ces yeux, dont la douce langueur sait si bien découvrir les chemins de mon cœur? Quand je verrai ces yeux, armés de tout leur charme, attachés sur les miens, m'accabler de leurs larmes, me souviendrai-je alors de mon triste devoir? Saurais-je dire, Madame, je ne peux plus vous voir. Je viens percer un cœur que j'adore, qui m'aime. Mais pourquoi le percer? Qui l'ordonne? Moi-même. Car enfin Rome a-t-elle expliqué ses souhaits? L'entendons-nous crier autour de ce palais? Vois-je l'État penchant au bord du précipice? Ne puis-je le sauver que par ce sacrifice? Tout se tait. Et moi seul, trop prompt à me troubler, j'avance des malheurs que je puis reculer. Et qui sait si sensible aux vertus de la reine, Rome ne voudra point l'avouer pour Romaine. Rome peut, par son choix, justifier le mien. Non, non. Encore un coup. Ne précipitons rien. Que Rome, avec ses lois, mette dans la balance tant de pleurs, tant d'amour, tant de persévérance. Rome sera pour nous. Titus, ouvre les yeux. Quel air respires-tu? N'es-tu pas dans ces lieux où la haine des rois avec le lait sucé, par crainte ou par amour, ne peut être effacée? Et lorsque Bérénice arriva sur tes pas, ce que Rome en jugeait, ne l'entendis-tu pas? Faut-il donc tant de fois te le faire redire? Ah, lâche, fais l'amour et renonce à l'empire. Au bout de l'univers, va, cours te confiner, et fais place à des cœurs plus dignes de régner. Sont ceux-là ces projets de grandeur et de gloire, qui devaient dans les cœurs consacrer ma mémoire? Depuis 8 jours je règne, et jusque à ce jour, qu'ai-je fait pour l'honneur? J'ai tout fait pour l'amour. D'un temps si précieux, quel compte puis-je rendre? Où sont ces heureux jours que je faisais attendre? Quelles pleurs ai-je séché? Dans quels yeux satisfaits ai-je déjà goûté le fruit de mes bienfaits? L'univers a-t-il vu changer ses destinées? Sais-je combien le ciel m'a compté de journées? Et de ce peu de jours, si longtemps attendu? Ah, malheureux! Combien en ai-je déjà perdu? Ne tardons plus. Faisons ce que l'honneur exige. Rompons le seul lien. Certains diront que Titus a été lâche, fait préférer son trône à son amour. Mais regardez de plus près.
Était cela un choix? Va-t-il abandonner Rome pour un bonheur personnel? Titus a fait ce qu'on attendait d'un souverain. Il a sacrifié son cœur, sa joie pour le bien collectif. Mais ce sacrifice ne fut pas sans douleur. Il a sacrifié son cœur, sa joie pour le bien collectif. Et Titus et Bérénice, cette femme admirable, a-t-elle protesté? Non. Elle en a compris la nécessité, bien qu'elle en ait été brisée, prouvant par ce geste son véritable courage. Elle aurait pu insister, elle aurait pu manipuler, mais elle a préféré aimer dans le silence, comme il dit semer le calme. Non, laissez-moi vous dire. En vain tous vos conseils me retiennent ici. Il faut que je le voie. Ah, Seigneur, vous voici. Il est donc vrai que Titus m'abandonne. Il faut nous séparer, et c'est lui qui l'ordonne. N'accablez point, madame. Un prince malheureux. Il ne faut point ici nous attendrir tous deux. Un trouble assez cruel m'agite et me dévore, sans que des pleurs si chères me déchirent encore. Rappelez bien plutôt ce cœur qui, tant de fois, m'a fait de mon devoir reconnaître la voie. Il en est temps. Forcez votre amour à se taire, et d'un œil que la gloire et la raison éclairent. Contemplez mon devoir dans toute sa rigueur. Vous-même, contre vous fortifiez mon cœur. Aidez-moi, s'il se peut, à vaincre sa faiblesse, à retenir des pleurs qui m'échappent sans cesse. Et si nous ne pouvons commander à nos pleurs, que la gloire, du moins, soutienne nos douleurs, et que tout l'univers reconnaisse sans peine les pleurs d'un empereur et les pleurs d'une reine. Car enfin, ma princesse, il faut nous séparer. Ah, cruel. Est-il temps de me le déclarer? Qu'avez-vous fait? Hélas, je me suis cru aimée. Au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous vos lois quand je vous l'avouais pour la première fois? À quel excès d'amour m'avez-vous amené? Que ne me disiez-vous? Princesse infortunée, où vas-tu t'engager et quel est ton espoir? Ne donne point un cœur, n'en est que recevoir. Ne l'avez-vous reçu cruel que pour le rendre, quand de vos seules mains ce cœur voudrait épandre? Tout l'Empire a 20 fois conspiré contre nous. Il était temps encore que ne me quittiez vous. 1000 raisons alors consolaient ma misère. Je pouvais de ma mort accuser votre père, le peuple, le Sénat, tout l'Empire romain, tout l'univers plutôt qu'une si chère main. Le règne, dès longtemps contre moi déclaré, m'avait à mon malheur dès longtemps préparé. Je n'aurais pas, Seigneur, reçu ce coup cruel, dans le temps que j'espère un bonheur immortel. Quand votre heureux amour est tout ce qu'il désire, lorsque Rome se tait, quand votre père expire, lorsque tout l'univers fléchit à vos genoux, enfin, quand je n'ai plus à redouter que vous. Et c'est moi seul aussi qui pouvais me détruire. Je voulais vivre alors, et me laisser séduire. Mon cœur se gardait bien d'aller dans l'avenir, chercher ce qui pouvait un jour nous désunir. Je voulais qu'à mes yeux, rien ne fût invincible. Je n'examinais rien. J'espérais l'impossible. Que c'est? J'espérais de mourir à vos yeux, avant de t'en venir à ces cruels adieux. Les obstacles semblaient renouveler ma flamme. Tout l'Empire parlait. Mais la gloire, madame, ne s'était point encore fait entendre à mon cœur, du ton dont elle parle, au cœur d'un empereur. Je sais tous les tourments où ce dessein me livre. Je sais bien que sans vous je ne saurais plus vivre. Que mon cœur de moi-même est prêt à s'éloigner. Mais s'il ne s'agit plus de vivre, il faut régner. Eh bien, régnez, cruel! Contentez votre gloire! Je ne dispute plus. J'attendais pour vous croire que cette même bouche, après 1000 serments d'un amour qui devait unir tous nos moments, cette bouche à mes yeux s'avouant infidèle, m'ordonna elle-même une absence éternelle. Moi-même, je voulus vous entendre en ce lieu. Je n'écoute plus rien, et pour jamais, adieu. Pour jamais. Ah, Seigneur, songez-vous en vous-même, combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers nous séparent de nous? Que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Mais quelle est mon erreur? Que de soins perdus? L'ingrat de mon départ, consolé par avance. Dagnera-t-il compter les jours de mon absence? Ces jours si longs pour moi lui sembleront trop courts. Je n'aurai pas, madame, à compter tant de jours, et j'espère que bientôt la triste renommée vous fera confesser que vous étiez aimé. Vous verrez que Titus n'a pu, sans expirer. Ah, Seigneur, s'il en est vrai, pourquoi nous séparer? Je ne vous parle point d'un heureux hyménée. Rome à ne vous plus voir m'a-t-elle condamné? Pourquoi m'enviez-vous l'air que vous respirez? Hélas, vous fouillez tout, madame, demeurez. Je n'y résiste point, mais je sens ma faiblesse. Il faudra vous combattre et vous craindre sans cesse. Et sans cesse veiller à retenir mes pas, que vers vous, à toute heure, entraînent vos appâts. Que dis-je? En ce moment, mon cœur, hors de moi-même, s'oublie, et se souvient seulement qu'il vous aime.
Eh bien, Seigneur, eh bien, quand peut-il arriver? Voyez-vous les Romains prêts à se soulever? Et qui sait de quel œil prendront cette injure? S'ils parlent, si les cris succèdent aux murmures, faudra-t-il par le sang justifier mon choix? S'ils se taisent, madame, et me vendent leur loi, à quoi m'exposez-vous? Par quelle complaisance faudra-t-il quelques jours payer leur patience? Que n'oseront-ils point alors me demander? Maintiendrai-je des lois que je ne puis garder? Vous ne comptez pour rien les pleurs de Bérénice? Je les compte pour rien. Ah, ciel, quelle injustice. Titus et Bérénice nous ressemblent. Ils incarnent cette lutte que nous connaissons tous entre ce que nous désirons et ce que la société exige de nous. Qui parmi nous n'a jamais ressenti ce conflit entre le devoir et le cœur? Je me rappelle que les grandes tragédies ne viennent pas toujours de la haine, de la violence, mais souvent de la simple incompatibilité des valeurs humaines. Alors, mesdames et messieurs, je ne vous demande pas de pardonner Titus et Bérénice. Il n'y a rien à pardonner. Je vous demande de les comprendre, de voir en eux des victimes d'un monde qui ne laissait pas de place à leur amour. Ce ne sont ni des coupables, ni des héros. Ce sont des êtres humains écrasés par le poids de l'histoire. En défendant Titus et Bérénice, je défends l'idée que l'amour, même le vertu, même le sacrifice, reste une lumière dans la vie. Une lumière qui nous fait avant nous. Merci. Merci, maître.